Mais blessé, blessé par moi ou blessé par, blessé par la vie. Blessé, comme je me sens si souvent blessé, blessé parce que j'ai mis moi-même en route et qui ne va pas seulement que de moi à moi. Ça va, il y a tout ce que je fais, tout ce que je peux faire dans une journée, enfin tout. C'est un tout qui est un peu petit, mais bon, je me lève, je me prépare et puis je vais à ma table, bon, je dessine. Puis j'en ai marre, je me lève. Et puis je reviens vers un bouquin. Alors il y a il y a disons les grands moments exaltants. Je reviens vers un bouquin et puis ce bouquin-là m'apporte beaucoup, me porte beaucoup, m'aide à tenir ou accentue l'autre l'envers de tout ça. Et je me rebelle. Enfin, il y a quelques mois, Cécile avait acheté le journal de l'Iris. Bon, c'est un simple exemple, mais il est évident que je me suis mis à le lire. Je connais ça, je connais tout le reste du travail, mais le journal, on l'avait jamais lu. Bon, alors je m'y suis mis. Bien, en m'y mettant, je n'ai fait que rencontrer de la gêne. Alors, bon, les petits intellectuels vont dire oh, tant mieux, c'est bien, etc. Moi, j'ai pas du tout envie de rencontrer de gêne, moi. J'ai pas envie de rencontrer des types absolument parfaits, nickel, qui sont. Mais je suis peut-être plus exigeant vers les autres qu'envers moi. Je ne le crois pas, ça je ne le crois pas. Mais j'ai abandonné plusieurs fois la lecture du journal de l'Eris. Hein. Et si je l'ai abandonné, ça a été, disons, l'unique raison, c'est le dégoût. C'est le dégoût. Et qu'est-ce que c'est que ce dégoût? C'est la jonglerie qui le conduit à avouer qu'il se sait en contradiction avec lui-même et qu'il ne veut pas mener le lecteur à accepter tous ses engagements. Ça me semble évident. Mais cet homme ne m'intéresse pas. Cet homme ne m'intéresse pas dans la mesure où, tout en ayant été un antistalinien, il a pu être un maoïste, ce qui me semble pas pire, mais égal dans l'horreur et pour ainsi dire la stupidité. Il y a vraiment des pages stupides. Des pages stupides où il parle de son chemin avec des clics médiocres comme Sartre, Beauvoir, Picasso. Tout ça, c'est lamentable. C'est sympathie pour une révolution. Il dit même une révolution de malade à un moment donné. Alors qu'il le reconnaît, c'est pas tellement son point admirable. Hein. Il reconnaît, je suis riche, je suis le plus nanti, c'est la galerie la plus importante de Paris. C'est un con. Il se traite de con, alors on ne peut plus lui dire vous êtes un con, il se traite souvent de con. Je suis un con, il le dit 10 fois, 20 fois. Il n'empêche qu'il y a des passages tout à fait surprenants. Et là, il ne faut pas lui retirer ça, au moins ça, c'est qu'il a voulu être vrai. Mais, alors vraiment, je ne sais pas si j'ai eu des modèles. Je ne pense pas que ça se passe comme ça pour moi. Il y a des types qui vont t'aider, alors ça ne m'aiderait pas du tout. Hein. Non, un trouillard, tout. Il a vraiment tout pour lui. À mes yeux, c'est l'aboutissement de nos hésitations qui doit nous conduire à être vrai. Pour lui, l'aboutissement de ces hésitations, quand il les écrit, il pense être vrai. Et il n'est pas devenu vrai. Il est vrai quand il reconnaît, il avoue. Et c'est un homme des aveux. Là, j'ai été déçu. Mais enfin, je préfère d'autres types.
Et là où je ne suis pas déçu, c'est sans doute quand je referme un livre comme ça, ou un autre. Enfin, celui-là, c'est le plus récent, ça a été publié l'année dernière. Je suis beaucoup mieux à prendre un petit masque entre mes mains. Ouais. J'ai un petit masque d'os. On dit d'os que de sanglier. Bon. C'est océanien, d'accord. A été travaillé, un peu troué. Autour de sa tête, on a placé des plumes de casoar. Bon. Il est sûr, en tout cas, que quand, depuis ma table de dessin, je suis enfoncé jusqu'aux couilles dans une envie, alors non pas de jaillir, mais de me faire jaillir, c'est-à-dire de ne pas insister. Oui. Mais que je tombe, pas par hasard. Il est là et ça ne peut plus être un hasard, je sais dans le fond où il est maintenant. Et que je tombe sur ce petit masque-là. Il a le pouvoir de m'arrêter lorsque je marche au bord de ma propre falaise. Il me pousse à l'écart si je me traîne. Oui. Il a X années, dizaines d'années, je ne sais pas, pas important. Il a été fait par des hommes qui ne pataugeront jamais dans les merdes où nous nous sommes faufilés, glissés. Avec lui, le remuement de la vie total. Je regrette qu'il ait fallu tuer un sanglier. Mais chez les hommes qu'on appelle primitifs, pas plus primitifs que nous, ils sont même moins. Chez ces hommes-là, quand on tue, très souvent on s'excuse auprès de la bête de le tuer. Et on ne le tue que par nécessité vitale. On a faim, le gosse a faim, on ne tuera pas pour les trophées. Non. Et même l'os, qui est un os frontal du sanglier, je dis ça, je crois que je l'ai lu. Mais je ne m'arrête pas trop à ça. Enfin bon, c'est un petit os plat, il semblerait bien qu'il soit l'os frontal d'un animal. Un peu fort de la tête, qui bute, comme ça. On sent que c'est un os épais et solide. Il les aide à la chasse, à la pêche. À la pêche, ils le prennent parce qu'il ne peut pas se porter sur le visage. C'est pas plus large que je sais pas moi, le quart d'une main. Une main d'homme, enfin le quart d'une main. C'est comme une carte à jouer. Bon, les plumes, ça fait un petit peu plus grand tout autour, mais les plumes, c'est pas les plumes de la petite Calais à Versailles avec ses boutons, hein. C'est des plumes qu'ils ont un peu tournées, qu'ils ont fait un peu comme arrondies, en retirant la partie soyeuse, moirée, que toutes les plumes ont, et en laissant comme les arêtes de la plume. C'est très puissant. Ça me recharge. C'est un objet magique. Ça recharge ma pauvre magie qui en a tellement besoin. Quelquefois, je rebaisse la tête et je repars dans mon dessin. Oui, de façon beaucoup plus certaine que si j'avais un crucifix sur le mur. J'ai horreur des crucifix. Juste en dessous de lui, enfin je les bouge, mais je pense à une époque où ils étaient un peu l'un en dessous de l'autre. Il y a un corbeau qui est devenu, quand je l'ai trouvé, un corbeau en bois sculpté par des Africains, avec un bec. On dirait un peu un casoar. Je l'ai pris, j'ai été touché en pensant à ça. Mais le corbeau a un bec très gros, non courbé. Enfin, il porte la majesté sur lui. C'est tout à fait
évident. Le corbeau est un oiseau noble, porteur de magie, transmetteur de magie. Son plumage, la brillance de ses paupières, bien sûr le moirage qu'il y a, le côté, disons, la vie sombre. C'est un homme enfin, c'est une personnalité de la vie en général qui tient naturellement de la cérémonie profonde, de la résistance à tout ce qui peut lui être opposé, mais une résistance supérieure aux hommes, n'est-ce pas? Et il y a dans cet œil qui est libéré de temps en temps par la paupière qui s'ouvre, beaucoup plus en haut qu'en bas, alors que souvent c'est en partie égal chez d'autres oiseaux. Il y a en lui un port de tête et un port de bec. Les autres ont un bec, ils ne peuvent pas faire autrement, ils ont un bec parce qu'ils sont oiseaux. Pour dire que les dieux et les démons les ont fait ainsi. C'est leur spécificité d'oiseau, le bec. Les ailes, bien sûr, mais le bec. Chez le corbeau, je crois qu'il est passé à côté de ça. Le bec n'est pas ça. Le bec, il est la grande interrogation pour moi. Le corbeau qui est dans un champ ou sur une branche, apparemment en train de méditer, c'est la réflexion. Il y a un poète chinois qui a dit le corbeau, l'esprit qui grave. Oui, le corbeau, c'est l'esprit. Et avec le bec qu'il a, il peut graver non pas du métal, ou encore que ça lui ferait pas peur, mais il grave la vie elle-même, parce qu'il est porteur dans ses plumes, dans ses griffes, sous ses paupières, dans son immense bec, et sans aucune méchanceté. Le corbeau ne tue pas, donc ne s'attaque pas à ce qui est le vivant. Le corbeau mange ce qui est mort, transporte, c'est un transporteur, c'est un porteur. Là où il y a un corbeau, il y a une âme qui voyage. J'ai eu un corbeau, j'ai eu un corbeau vivant, c'était mon crocro, ça je l'ai déjà dit. Mais j'ai maintenant un corbeau qui n'est pas mort, qui est vivant, mais qui est en bois, qui vient de loin, voilà. Qui a traversé les pays, les forêts vierges et les mers, qui a fini par arriver à la Châtre, sale petite ville. Et ce corbeau, il est sur une de mes tables. C'est-à-dire la table sur laquelle je ne me mets pas du tout pour dessiner, justement, pour faire autre chose. Et ce corbeau, j'ai qu'à lever à peine la tête, je tombe sur son bec. Enfin, il est très proche de mon front à 10 cm quand je suis assis à cette table. Il a la tête disproportionnée, le bec est disproportionné par rapport à la tête, mais la tête est disproportionnée par rapport au corps. C'est-à-dire que le bec est immense, la tête est très grosse pour le corps, et le corps se termine par des jambes d'humain, n'est-ce pas? Il n'a pas de plume, il n'a pas d'aile, enfin il n'a pas été signifié de cette façon-là. Il est signifié pour sa tête et surtout ce qu'il porte. Et je le caresse assez souvent. Je caresse sa tête qui n'est pas rugueuse, qui est un bois pas lisse, pas huilé, mais c'est un bois qui fait penser à de la terre qui aurait séché. C'est-à-dire que c'est presque du chocolat, du chocolat foncé. Et même en le touchant d'ailleurs, il y a ce côté-là. Et ce corbeau, je peux le caresser, il me fait découvrir chaque fois que je le caresse. Ça fait des mois, des années que je l'ai. Chaque fois que je le caresse, il me fait découvrir. Je le caresse surtout sur le crâne et le bec. Souvent de ma main gauche, de mes doigts de la main gauche, je lui prends son bec comme ça, comme si je le tenais prisonnier, mais je pense que je le tiens amoureusement prisonnier. Mais de ma main droite, je passe mes doigts sur sa tête chaque jour, comme ça. Et j'ai à chaque fois le sentiment que c'est un dessin qui est en formation. Oh, j'ai fait beaucoup de corbeaux. Et lui est venu dans bon nombre de mes dessins. Je passe mes journées dans
Dans la lassitude, ça c'est par moment. Et s'il y a lassitude, il y a quelquefois aussi des questions. J'ai dit que parmi les questions, souvent je me disais, ou assez souvent je me disais, ça devient comme une répétition, comme une litanie quand je me casse un peu, quoi. Je me casse et je me tasse. Et je termine alors à ce moment-là, toutes les questions en les résumant par pourquoi insister. C'est vrai que j'imagine toutes les positions possibles pour arriver à réussir. Donc ne plus insister à vivre. Et même la lecture de Léris ne m'a absolument pas aidé. Alors, hein. Je sais pas, j'ai pas compris pourquoi il avait voulu se tuer. Il y avait une femme derrière, mais je crois pas. Je crois que c'était depuis très longtemps. Enfin, je suis pas là pour parler de lui, que je respecte beaucoup. J'ai rêvé. Bon, bah, d'une part, j'ai fait un petit rêve de presque rien. Une des filles que l'on connaît, qui habite là, pas loin de la Chatte, qui s'est révélée tout à fait contraire à notre pensée. Enfin, la fille qui n'a rien dans la tête, mais enfin, bon, qui n'a rien dans la tête, mais qui est quand même conservateur ou pseudo-conservateur dans un musée. Ça commence à devenir questionnant. Qui est arrivé à ça, je ne sais pas avec quel artifice, mais en tout cas, il est certain que ce ne peut être que des artifices qui amènent, des artifices qui vous prédisposent. C'est une comédienne. Elle nous a complètement roulé dans la farine. On est souvent roulé dans la farine. Et moi, je ne m'en plains pas. Et quand quelquefois je suis roulé parce que j'ai l'impression d'avoir commis un impair, mais mon impair, moi, je peux le dire. J'aimerais pas qu'on me fasse quelquefois ce que j'ai fait, c'est-à-dire une connerie, quoi. Ce ne sont pas des impairs gratuits ni innocents, c'est des impairs d'affirmation, de je veux, j'exige que, etc. Non, petite, il faut aller chasser ailleurs, mais pas chez moi. Mais j'ai rêvé d'elle. Ouais. J'ai rêvé d'elle. C'était peut-être une façon de me débarrasser d'elle. Mais je ne veux pas tellement m'en débarrasser parce qu'elle ne m'occupe pas. Hein. Elle a plutôt occupé Cécile, parce que Cécile a été blessée très profondément. Moi, je comprends très très bien la blessure dont Cécile a souffert pendant des mois. Et que maintenant encore, quand certainement les choses remontent en elle, cette souffrance est toujours très très vive. Et ça n'est pas bien. Hein. Ça n'est pas bien de la part d'une personne qui se disait amicale, ce qui est faux. Tout prouve le contraire. Et qui est une personne qui croit être, une fois elle a dit, je suis une castratrice, pauvre idiote, tu n'as même pas de cul, t'as rien. Comment es-tu castré? Non, t'es une conne. Mais, conne ou pas, elle a réussi à blesser profondément Cécile. Inutile de s'étendre là-dessus. En tout cas, cette fille, qu'on n'avait pas vue depuis des mois maintenant, elle arrivait à la maison. Elle arrivait à la maison, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'elle venait foutre. Enfin, d'abord, je crois que le rêve était très court, très bref. Elle se mettait dans un fauteuil en bas, dans l'atelier. Et puis, Cécile tournait dans la cuisine, mais ne s'approchait pas d'elle. Enfin, Cécile avait sûrement, nécessairement envie de la foutre à la lourde. Et moi... sans doute que j'attendais une occasion pour la mettre à la porte. Oui, sans doute. Mais j'ai pas eu à le faire. Cécile m'a fait signe de loi, m'a dit il faut que je lui fasse du thé. J'ai pas envie. Je lui dis non, je crois pas, elle va partir maintenant. On se parle pas, ça va pas durer 107 ans. Et quand je suis revenu, j'ai vu qu'elle avait les bras ouverts sur les accoudoirs du fauteuil, la tête sur le côté, un petit peu renversée. C'est bizarre de dormir dans cette position-là en étant revenu chez nous. Alors je me suis approché, j'ai bien regardé à la gorge, je ne voyais pas battre le sang. Elle respirait pas ou elle respirait peu. Qu'est-ce qu'il y avait?
Je me suis approché de sa bouche qui était ouverte. Elle a toujours eu la bouche ouverte. Elle voulait toujours comme surprendre. Elle avait des positions faussement érotiques, douteuses, extrêmement douteuses. Mais j'ai bien remarqué qu'à l'oreille, il n'y avait pas de souffle de respiration. J'ai mis ma main sur la bouche comme pour l'empêcher de respirer. Puis j'ai écouté vers le nez, pas de respiration. J'ai bouché le nez en le pinçant avec mes 2 doigts, puis laissant ma main sur sa bouche. Je suis resté un long moment. Ça ne bougeait pas. Cette femme était là, morte. Et Cécile arrivait de la cuisine. Il me disait, pourquoi tu l'as touchée? Mais je ne la touchais que parce que ça me semblait bizarre. Je ne voyais pas battre le sang à son artère ici. J'ai voulu entendre s'il y avait du souffle, s'il y avait quelque chose qui rentrait et sortait. Il n'y avait rien. Alors j'ai mis ma main, j'ai obstrué sa bouche. Puis je l'ai approché mon oreille de ses narines. Et puis il n'y a toujours rien. Alors j'ai pincé des narines. Ce qui fait que tout est bouché. Si elle se débat pas, ça veut dire qu'elle est morte. Et je crois qu'elle est venue mourir. Enfin, elle n'est pas venue mourir. Elle est venue ici peut-être pour nous emmerder. Et puis maintenant, elle est morte. Alors Cécile m'a dit, allonge-la sur le lit. Alors je l'ai prise, je l'ai allongée sur un divan qui est dans l'atelier. Puis elle m'a dit, tu sais, c'est avec une glace, j'ai su ça, j'ai dû lire ça. On met une glace sous le nez et devant la bouche. S'il n'y a pas de buée sur la glace, sur le miroir, c'est vraiment la mort. Alors elle est allée chercher sa glace. Et puis elle ne revenait pas. Alors j'ai eu l'indélicatesse de relever la jupe qu'elle avait, puis d'abaisser la culotte. Eh ben, c'était pas un sexe de femme qu'elle avait, c'était une bite d'homme. Ouais. Cécile est arrivée avec le miroir. Oh, j'ai dit, écoute, elle est morte, c'est net. Mais si tu veux, regarde, tu verras. Ça n'a jamais été une femme. C'est un homme. Elle est sexuée comme un homme. Je me suis réveillé. J'ai retrouvé mon rêve. J'ai été excessivement gêné. Pas d'avoir relevé la jupe. Elle les a montrés souvent. Enfin, elle a soulevé souvent sa jupe. Elle aimait faire des effets comme ça. Elle nous laissait non seulement indifférents, mais on lui aurait bien foutu une baffe. Parce que ça voulait rien dire. Tout n'a été que mensonge. Je suis tombé dans un autre rêve. Et là, c'était pas une fille qui était un homme. C'était Cécile qui m'avait traîné devant un tribunal et qui me faisait un procès. Alors j'essayais vite d'arranger, de dire au président, mais non, il y a erreur. C'est pas avec moi, c'est avec quelqu'un d'autre. Nous n'avons aucun litige, rien de tout ça. Mais, je tournais la tête. Je voyais bien que tout le tribunal était là, complet, qu'il y avait des avocats, donc un avocat pour moi, et puis qu'il y avait des gradins. C'était comme un cirque. Il y avait des gens, la foule était là. Alors, celui qui était le président, il était habillé comme un militaire. Et il portait d'ailleurs un képi, mais étrange, avec des feuilles de lierre, mais qui tombaient sur ses épaules. Mais il avait quand même une arme à son ceinturon. Pourquoi je suis là? Alors je lui dis, mon général. J'imaginais peut-être qu'il était général. Mon général, qu'est-ce qui m'amène là? Taisez-vous. Puis à ce moment-là, je sentais qu'on me prenait par le bras sur le côté. Je me retournais, c'était un type avec une grande robe d'avocat. Il me dit, taisez-vous, vous allez vous faire mal voir par le chef du tribunal. Oui, mais qu'est-ce que je fous ici? Je vous connais pas, je vous ai jamais demandé de venir. On en est où? C'est votre femme qui vous fait un procès. Mais pourquoi? Vous allez le découvrir. Mais non, mais instruisez-moi. Eh bien, votre femme, vous allez voir,
Vous allez l'entendre plutôt. Le président va l'appeler, on va commencer par elle, puisque c'est elle la plaignante. C'est elle la plaignante. Contre moi, naturellement. Ah, bah alors. Et je voyais Cécile rentrer. Cécile en pantalon, c'est arrivé, mais c'est plutôt rare quand même. Elle le met, mais à la maison. Mais là, en pantalon extrêmement dégagé, enfin, elle s'était fait couper les cheveux. Mais je la reconnaissais très bien. Elle s'est retournée vers moi, puis elle m'a fait un signe de tête, mais un signe de tête... comment appeler ça? Un peu arrogant. Ouais. L'avocat, mon avocat m'a fait signe, il m'a pris par le bras, puis il m'a forcé à m'asseoir sur une chaise. Qu'est-ce qui m'arrivait? Et j'ai entendu la voix de Cécile. Cécile était de dos. La voix de Cécile, elle exprimait, elle détaillait. Elle disait qu'elle était complètement appauvrie après 40 ans de mariage. Oh, oui, moi je trouvais que c'était pas faux. Et que tout était à cause de moi. Alors je continuais à penser que c'était pas faux. J'ai levé la main, mais le général m'a fait signe que j'attende mon tour, et puis mon avocat m'a dit « Attendez, il vous demandera de prendre la parole après. » Alors elle a tout sorti. C'est vrai qu'on pouvait voir les choses comme ça. D'ailleurs, j'étais trop, je sais pas quoi. J'appuyais trop partout. Tout ce que je sais, dans le fond, c'est des trucs que j'ai déjà dit. J'ai dit, j'emmerde. Quelqu'un comme moi, au lieu d'aider, détruit. Et ça, c'était donc pas une nouveauté. Il n'y avait aucune raison pour laver le linge sale devant tout le monde. D'abord, c'était pas un linge sale. Mais il est certain que un bonhomme comme moi emmerde une femme comme elle, ou d'autres femmes, où il faudrait que ce soit des femmes qui se taisent. Alors, les femmes qui se tairaient, ah oui, ça supporterait, disons, enfin, ou pas. Mais j'en sais rien, mais merde. Mon général, taisez-vous, mon général, je demande la parole. J'ai fini par en imposer au général. Alors, allez-y, mais soyez bref. Mais je dis, écoutez, je regrette que nous soyons là. Je trouve que ma femme aurait beaucoup mieux fait de me le dire, d'autant que elle ne fait en grande partie là de me dire, je veux dire, de me faire part de ses intentions, de me faire passer devant une cour. Alors ça, mais sinon, ce qu'elle vous dit, c'est ce que je lui dis une fois par mois, au moins une fois par mois. Et quelquefois, c'est tous les jours pendant un mois. Et quelqu'un comme moi, tu ne peux pas tenir, tu ne peux pas t'exprimer, tu ne peux pas. Non que je me trouve. Vous savez, Monsieur le Président, je vais vous dire, chaque dessin c'est fait dans un temps qui m'échappe et qui réduit d'autant le temps qui reste. Alors, le président, il m'a regardé, puis il m'a dit, je crois que vous divaguez. Mais pas du tout, monsieur. Non, pas du tout. C'est pareil pour la vie. Je pourrais vous dire que chaque journée passée, ma femme et moi au premier et elle au second, ou au rez-de-chaussée, chaque journée passée est faite d'un temps qui nous échappe, à elle comme à moi. Et que ce temps qui nous échappe réduit d'autant le temps qui nous reste. Mais c'est un temps de vérité que nous avons. Parce qu'un général comme vous peut comprendre ça. Alors le type, il avait l'air de sommeiller, ou en tous les cas de se concentrer, mais il avait les yeux fermés. Et je me retournais, puis je regardais le jury, je ne sais pas comment on appelle ça, les jurés. Il dormait. Je me tournais vers mon avocat, il avait mis les deux bras sur la rampe de son... Je sais pas comment on appelle son truc, là, son carabisto, là. Il dormait, et l'avocat de ma femme, à côté de lui, il dormait. Et tout le monde avait l'air de roupiller. J'ai déclaré hautement, eh ben je continuerai. Ma femme ne dormait pas. Et je lui dis, m'adressant directement à elle, à ce moment-là, je lui dis, mais qu'est-ce que tu avais besoin de me traîner, soi-disant, devant un tribunal? Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'un tribunal? Quelqu'un comme toi et quelqu'un comme moi, ça repose sur rien. C'est vrai que chaque journée, elle est faite d'un temps qui s'échappe. Qu'est-ce que tu vas dire contre ça? Et que le temps qui s'échappe, ben,
il réduit quelque chose qui était primordial et qui m'est primordial, qui était nécessaire, qui m'est nécessaire. J'ai toujours reconnu que je n'y étais... Non, je le dis encore maintenant, pour rien dans le poids écrasant que je peux t'imposer, apporter, et que ce poids et cette présence te gênent. Et c'est peut-être pour ça, c'est peut-être comme ça que j'en arrive, moi, à dire pourquoi insister, j'en ai marre. Il y a tout ça se trouve dedans. Et aussi, c'est la même chose pour moi. Je trouve que j'appuie trop sur moi-même, j'appuie trop sur toi, j'appuie trop sur moi. Et qu'est-ce que je peux faire? D'autres diraient, c'est pas lui, c'est l'œuvre. Je l'emmerde, l'œuvre. Si l'œuvre, c'est détruire, d'ailleurs c'est vrai, l'œuvre, c'est détruire. L'œuvre ne peut venir que si elle détruit celui qui la porte. Mais c'est que moi, je ne porte pas. C'est toute la différence qu'il y a entre ceux qui croient, qui se croient, mais que tu sais aussi, toi, qui se crois. Toi-même, tu dis quelquefois, ils nous font chier. On est bien d'accord. Être artiste, c'est pas ça. Être artiste, c'est comme on est. On s'écrase un peu mutuellement, mais on fait jaillir, voilà. On multiplie des désirs. T'es d'accord là-dessus quand même? Tu peux répondre. Et alors elle m'a dit, je pourrais démontrer, s'ils ne dormaient pas tous, que j'ai été appauvri au point d'en être maintenant malade par toi. Je lui ai dit, mais t'as pas besoin de le dire aux autres. D'abord, moi, je te le dis souvent. Et toi aussi, tu me le dis. Non pas, tu ne m'as jamais dit, je suis appauvri à cause de toi. Mais tu dis, on a tous du mal. Et moi, il m'est arrivé de penser que ta présence appuyait beaucoup sur moi et m'appauvrissait. Ta simple présence. Quelques-unes de tes paroles prononcées de temps en temps qui, dans un... comment dire... dans un mouvement particulier, hein, m'arrivant à moi dans ce jour-là aussi particulier, détruisent des cellules de sensibilité, de désir, de... Tous les deux, c'est pas celui seulement qui... Il n'y a pas qu'un type comme moi pour... Et alors quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit de formidable? Ça veut dire que tu m'amènes au tribunal, pourquoi faire? Qu'est-ce que tu veux que le tribunal réponde? C'est des cons. Ils peuvent pas comprendre. Ils peuvent que juger à l'aune de leur incompréhension. C'est l'incompréhension qui fait juger les types. C'est pas la compréhension. S'il y avait de la compréhension, ils parleraient, on se mettrait tous d'accord, on irait boire un pot. T'es pas d'accord? À ce moment-là, j'ai vu Cécile, qui était à la barre, faire demi-tour, sortir, moi la suivre. On est arrivé dans une sorte d'immense dédale de marche. C'était un palais de justice. Et en arrivant dehors, à l'air. Il y avait encore des marches pour arriver sur la chaussée. Elle s'est retournée vers moi. Elle a soupiré, elle a vraiment expulsé, comme si elle vomissait des denrées mauvaises. Elle s'est collée à moi, elle m'a embrassé sur la bouche et elle m'a dit quand on quitte la voie qui est vraiment la nôtre, on est perdu. Et elle m'a embrassé sur les marches du palais que j'ignore, que je n'ai jamais vu. Et elle m'a donné des coups dans les côtes. À ce moment-là, je me suis réveillé. Et j'ai dit, oui, je suis réveillé. Elle m'a dit, arrête, tu fais un cauchemar. Depuis tout à l'heure, tu t'agites, tu grognes. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a? J'étais un petit moment en état de faiblesse. Bizarre. Elle m'a dit, ça va pas bien. J'ai dit, je ne savais pas que ça n'aille pas bien, mais je suis
je suis sans doute un petit peu... J'ai rêvé là, Ah oui, ça y est, je me souviens. Et puis je me suis souvenu. Je me suis souvenu du rêve. Je lui en ai parlé, un peu. Elle s'est serrée contre moi, elle m'a dit, c'est... Peut-être que tu as assez de moi. Je dis, écoute, ne dis pas des bêtises. Je sais pas, je suis venu à ça, c'est peut-être... Je sais pas. C'est peut-être que, en utilisant le même mot, je suis fatigué. Hein? C'est vrai que toutes les nuits, je rêve. Et c'est aussi vrai que entre 2 heures et 5 heures du matin, il y a un long passage où mon éveil laisse filer des traces de rêve qui ne sont pas, qui n'est pas le rêve de la nuit. Le rêve de la nuit, s'il doit revenir, il revient très vite. Et il se déroule assez vite, de façon assez complète. Mais une fois que je me suis souvenu de ce rêve-là, mais la nuit continue, il est 2h30, il est 2h15, et je vais attendre jusqu'à 4-5 heures. Heure à laquelle je reconnais la première petite motocyclette, la première voiture, etc. Bon, je sais qu'il est 5 heures, des fois je me rendors, des fois je me rendors pas. C'est pas surprenant, c'est inquiétant de faire revenir des morceaux, des fragments de fer. On ne les fait pas revenir. C'est une sorte de disposition que l'on a. D'ailleurs, quand on commence à rêver et à se souvenir de ses rêves, il y a là des lambeaux de rêves qui, en quelque sorte, demandent à n'être pas oubliés, mais qui sont vieux, enfin, vieux. On ne peut pas les dater puisqu'on ne sait pas quand, mais qui ont l'air vieux. Et moi, j'ai vu Cécile assise. Alors, c'est un fragment, bien sûr. Une Cécile assise, le buste penché en avant. Elle n'avait rien, il n'y avait pas une table ni rien, elle avait le buste penché en avant. Encore un peu plus et elle aurait pu tomber. Le visage était très tendu, le cou aussi s'avançait. Il était très net que Cécile souffrait beaucoup, physiquement ou moralement. Elle avait les yeux ouverts et il me semblait qu'elle se demandait ce qui venait de lui arriver. Et qu'est-ce qui pouvait lui être arrivé? Elle était à une extrémité, elle était à l'extrémité, les traits tirés, des yeux que je lui connais, enfoncés, très cernés, le nez pincé comme quand elle était malade, il y a longtemps. Les lèvres, est-ce que c'était un rêve en couleur ou pas? Il me semble que le rêve était foncé, violette ou noire. Et c'est certain, enfin, plus j'insistais à la regarder, plus elle me donnait le sentiment de se demander ce qui venait de lui arriver ou de ne pas le comprendre. Je cherchais qu'est-ce qui pouvait lui être arrivé. Et puis en même temps, je me disais, je ferais bien de téléphoner. Si c'est la nuit, c'est pas grave. Hein, de demander à un médecin de venir tout de suite. Ma femme était vraiment pas bien, pas bien. Et pour moi, j'étais devant elle un témoin silencieux, comme si j'étais caché, mais face à l'image de Cécile morte. Comme si je me préparais, pour être encore un peu plus précis, m'accoutumant au visage terrible, très tendu, voilà, je ne peux pas dire autrement, l'image de Cécile morte. Le rêve s'arrêtait là. Je suis sorti, moi, de... C'était effectivement comme un cauchemar, mais c'était un cauchemar doux,
Il était naturel. De toute évidence, il était naturel. Je n'ai pas réveillé Cécile. J'attendais. Et j'attendais dans la nuit. Je me disais que je faisais sans doute des choses qui n'étaient pas bien. D'abord, rêver ça n'était pas bien. Mais Cécile était en dérive. Cécile était... Ah oui, Cécile était beaucoup plus que moi fatiguée. Et la fatigue recouvrait ou avait envahi, je pense, la totalité du corps. Il y avait en elle une dérive. Elle avait, moi aussi, enfin je veux dire comme moi, elle comme moi, moi aussi je disais à quoi bon insister. Elle aussi se disait ça, n'est-ce pas? À quoi bon insister? Elle avait mis en route une destruction. Et comme elle ne parvenait pas à descendre dans l'Indre et à se jeter dedans, à mettre une corde dans le grenier, à une poutre et à se pendre, à trouver le revolver qu'on a, ça ne peut pas le trouver, je l'ai caché. Ou à prendre des médicaments, il y en a quelques-uns qui laisseraient peu d'espoir, en tout cas à la sortie. Elle avait mis en marche, en route, en place, je dirais des ruptures d'engrenage, on peut dire comme ça, hein, des graviers, quoi. Elle jetait. Oh, c'était pas des pelles. Il faut pas mettre le paquet là-dedans. Une petite pincée de cailloux bien placés font beaucoup de mal que, je sais pas. Et je voyais qu'elle était effectivement très, très désordonnée sur le plan mental. Enfin, c'était terrible. C'était terrible. Et j'étais démuni. J'étais démuni. Il n'était pas possible d'imaginer que je puisse enfin, l'aider, c'est-à-dire que mon aide puisse durablement et valablement la sortir de là. Oh, ça n'était pas spécialement de moi, ou si quelque chose était rattaché à ma présence, c'était davantage cette obstination que j'ai tous les matins à aller à ma table, que j'ai là maintenant en ce moment à venir dégoiser dans un micro. Cette obstination que j'ai, ça c'est quelque chose qui est très fort en moi, et qu'elle n'a pas. Qu'elle n'a pas, et que donc, très vite elle dit je mesure mon incapacité, etc. Bon, là on peut tout dire. Moi je peux dire la même chose, d'ailleurs moi je dis ça. Mais on n'est pas là pour on n'est pas là pour juger ce que l'on fait. Mais si on le fait, hein, alors il est très très possible, ça dépend de la personne. Mais il est bien possible qu'on se descende plutôt que l'on se rehausse. Et en tout cas, c'est notre genre à nous. Alors comment aider une Cécile qui descend comme ça, à la fois si vite, si puissamment Ça ne se fait pas entre hommes et femmes. On peut mettre la main sur l'épaule, on peut dire des choses gentilles. On peut retenir les choses gentilles et dire au milieu du brouhaha destructeur, il m'a quand même dit des choses gentilles. Donc, il m'a quand même, ça veut dire, il ne m'empêchera pas de détruire, mais il m'a dit des choses gentilles. Alors ça, c'est le comble. Et j'ai assisté complètement désarmé à la rupture de l'axe de vie de Cécile. C'était il y a 2-3 ans. Cécile
Oh, pas écroulée, Cécile. Encore forte, mais uniquement forte pour engraisser sa faiblesse, quoi. Voilà comment il faut dire. Elle y parvenait. Elle parvenait à entraîner la destruction comme centre vital de vie. Ouais. Ce qui est vrai, c'est que j'ai cru que l'on pouvait pour elle appliquer ce que l'on aurait appliqué pour d'autres. J'ai cru, mais quand je m'en suis rendu compte, il n'était pas trop tard. C'était encore heureux. Mais sinon, j'aurais tissé mon propre linceul. Hein. Ça, j'en suis certain. J'ai eu de la chance, là. Ça n'a pas coulissé comme ça. Mais sinon, elle mourrait et moi je mourrais. Ouais, ça, c'est... On ne peut pas voir les choses autrement. Elle glissait dans un désordre mental tout à fait. Elle allait relever dans peu de temps des psychiatres et tout ça. Et ça, c'est la honte, c'est la merde. Enfin, on n'y arrive pas avec eux. Ouais. Bon, j'ai commis l'erreur, ça c'est vrai. J'ai commis l'erreur puisque j'ai alerté des gens, elle a été accueillie dans un hôpital, tout a été tout a été fait, si on peut dire comme ça. Seulement, elle a vraiment frôlé. Hein. Je la nourrissais d'espoir. C'est vrai que pendant un temps, j'ai cru ces gens. J'ai cru que ces gens, ces médecins étaient vrais, étaient honnêtes, étaient au fait de ce que je disais. D'ailleurs, ils ne me laissaient pas toujours parler. Ils me disaient oui, mais j'ai compris, mais je sais, je sais. Bien sûr, il donnait des médicaments qui produisaient un effet attendu. Lui, il voyait ce que les autres. Seulement, la Cécile assise, le buste penché en avant, dont j'avais rêvé, c'était une Cécile au visage tendu, hein, je crois que j'ai dit comme ça, qui subissait une souffrance, hein, avec les yeux ouverts et qui se demandait ce qui venait de lui arriver. Ben, c'est bien cette Cécile-là, j'avais rêvé ça avant. C'est bien cette Cécile-là que j'ai retrouvée, parce qu'elle est rentrée dans un hôpital, hein, que j'ai retrouvée à l'hôpital, alors là, très clairement, très nettement, se demandant ce qui lui était arrivé. Il n'empêche qu'elle avait craché du sang, qu'elle avait fait une hémoptysie, que c'était... Seulement, c'était autre chose. La tuberculose, c'est pas seulement le microbe. C'était une Cécile qui était épuisée par elle-même, épuisée par une souffrance d'impossibilité, non pas qu'elle avait des désirs plus grands que ses moyens. Oh non, ça n'existe même pas, ça. D'autant que c'est une fille d'une certaine manière exaltée, mais aussi mesurée. Donc l'un équilibrait l'autre. C'était pas non plus que moi, n'est-ce pas? On va dire ça pour me... Je m'en fous de me disculper, je n'ai pas besoin de me disculper. Mais je n'appuyais pas au point de détruire quelqu'un comme Cécile. Hein. Non, non, non. C'est vrai que ma présence est quelquefois très étouffante. C'est vrai. Mais on peut aussi peut-être la contourner et ne pas en faire de l'étouffement, mais au contraire comme une insufflation. Ouais. Mais ça, on ne peut pas dire une chose pareille. Ça serait extrêmement prétentieux, présomptueux, enfin je sais pas, tout ce qu'il y a de puant et de orgueilleux. Mais il y avait de ça aussi. En tout cas, dans son lit, elle était coincée. Il voulait lui retirer un poumon et tout. Ouais. Bon, ne revenons pas là-dessus. Elle avait expulsé. Non, elle avait expulsé une boule qu'elle avait à l'intérieur du poumon. Elle avait expulsé du sang qu'elle avait dans le poumon.
Elle avait expulsé peut-être de la violence tournée contre elle qu'elle avait à l'intérieur de sa tête. Ça, c'est possible. Elle avait aussi réalisé que peut-être, non pas qu'elle pouvait se reprendre comme ça d'un tour de main, mais voir ce qu'elle avait mis en route, qui était sa destruction. Et peut-être de parvenir, parce qu'au fond c'est ça, c'est à ça qu'il faut arriver, parvenir à la vraie question, je veux finir ou pas? Alors, il peut, dans la précipitation, le tremblement, la fragilité que l'on traverse, etc., il peut y avoir là, justement, un élan négatif qui dise « oui, ça y est, je... » ah. Mais ça, c'est le mauvais ange. On en a tous un. Hein. Mais il y a l'autre ange, qui est là beaucoup plus fragile, lui. Parce que c'est lui qui porte. Le mauvais ange, il porte rien. Il fout des coups de pied dans le cul. Et il fait tomber. C'est facile de faire tomber. Une simple ficelle vous fait tomber. Mais résister. Ah, ouais. Et essayer